Et avec vous, Michel, hashtag QDBN, que des bonnes nouvelles. Alors, montrez-moi votre verre. Aujourd'hui, c'est bien ce qui me semble. Il est Ami à moitié... pessimiste, bonsoir. Il est à moitié vide. Eh non, il est à moitié plein. C'est toute une question de volonté. Alors, ce qui vous a marqué cette semaine, c'est un sondage. Vous êtes tombé sur un sondage qui vous a redonné le sourire. Je ne sais pas s'il m'a donné le sourire, mais en tout cas, j'étais en train de chercher une bonne nouvelle et je vous avoue que ça a été vraiment compliqué cette semaine parce que c'est quand même une drôle de semaine. Ouais, c'était pas il terrible. fallait, pour attraper la bonne nouvelle, être aussi rapide qu'un chasseur de moustiques en Guyane. Mais là, j'avoue, j'étais en train de chercher et je suis tombé sur un sondage qui a échappé à peu près à tout le monde, et un sondage qui m'a vraiment intéressé. On a demandé aux Français à quelle époque ils souhaiteraient vivre. Au passé, dans l'époque actuelle ou au présent. Eh bien, Au futur. Au futur, Présent, pardon. futur, ouais. Présent et futur. Alors, Eh bien, le premier parti de France, à 75% de Français, souhaiteraient vivre autrefois. Donc, le premier parti de France... autrefois il y a 10 ans ou autrefois il y a... Il ne précise pas. Autrefois. Alors, évidemment, autrefois, c'est quoi? C'est la Première Guerre mondiale, c'est Mussolini, Franco, Hitler, c'est la Saint-Barthélemy. Autrefois, on a un petit peu de mal. Moi, je me souviens quand ma mère entendait... il y a les années folles aussi, il y a d'autres Ma choses. mère entendait des gens qui disaient autrefois, c'était mieux. Et puis, autrefois, il n'y avait pas l'aspirine ni la machine à laver. Donc, ça calmait immédiatement tous les passéistes. Mais on peut se dire aujourd'hui que cette manière de se dire autrefois c'était mieux avant, c'est quand même une manière de dire aussi, je n'ai jamais ouvert un livre d'histoire. Parce qu'effectivement, on se dit, ouais, prenons Louis XIV, Versailles, formidable. Oui, mais Louis XIV, c'est aussi la grande famine de 1693 qui fait 1 500 000 morts. C'est sélectif de se dire c'était mieux autrefois. Alors, le c'était mieux autrefois, c'est ce qui fait le lit de tous les populismes. La montée de l'extrême droite, la montée de tous ces gens-là qui disent « Ah, on n'est plus chez nous, avant au moins, autrefois au moins, on était chez nous, etc. » Tout ça, c'est basé sur une profonde méconnaissance et aussi un fantasme, je parle avec vous en face, un fantasme qui est la perte de la puissance. Nous ne sommes plus puissants. Il n'y a pas de mythe plus pathétique parce que c'est un mythe de vieux. Vous avez évoqué l'extrême droite, les populismes. Venons-en. Là, pour vous, c'est une bonne nouvelle, puisqu'en Autriche, il y a eu des élections et l'extrême droite est ressortie un peu en charpie de ces élections. Je rappelle que l'Autriche, c'est le pays de Jörg Haider. C'est là qu'il y avait eu une première poussée populiste, on va dire au crépuscule du siècle dernier. Absolument. Dire, quand on est autrichien, c'était mieux avant, c'est quand même un peu particulier. Oui, là, c'est... c'est quand même un pays un peu particulier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce week-end, l'Autriche votait. Ouais. Un vote qui était très attendu pour voir quelle allait être l'évolution des scores, effectivement, du FPE et de l'extrême droite allemande et de l'extrême droite autrichienne, pardon. Et là, la bonne nouvelle pour tous les humanistes et les démocrates dont je suis, c'est que l'extrême droite a pris une tôle incroyable, moins 20% par rapport au scrutin précédent. Alors, ces gens-là qui étaient basés sur trop d'émigrés, trop de non-mariage homosexuel, en fait, toutes les thématiques, non-l'avortement, etc., ont profondément perdu et profondément reculé dans ces élections. 20%, c'est ce que j'appelle la première bonne nouvelle de la semaine. Alors, Michel, Facebook interdit les pages négationnistes. Ça aussi, ça vous fait plaisir? Alors, pour ces gens-là qu'on vient de voir en Autriche, c'est une mauvaise nouvelle. Mais pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, parce que, bon... Il n'y a pas que des négationnistes dans les gens qu'on a vus défiler. Ouais, mais bon. Ils se fréquentent entre eux quand même. Hein. Facebook a décidé enfin d'interdire et d'enlever et de retirer et d'effacer toutes les pages négationnistes. On rappelle, le négationnisme, c'est de dire la Shoah, l'extermination des Juifs, des Tziganes et des homosexuels et des communistes n'a pas existé, ou elle a existé mais pas vraiment, etc. C'est-à-dire de changer la réalité de l'histoire. Eh bien, enfin, Mark Zuckerberg a répondu à ce qu'on lui réclamait depuis plusieurs années, d'interdire ces pages qui remettent en cause l'existence de la Shoah. Il avait reçu des vidéos qui lui avaient été envoyées de survivants de la Shoah, des gens qui lui disaient « J'ai vu, j'ai vécu, mes proches sont morts, je m'en suis sorti, c'est arrivé ». Et ce mouvement de Facebook est très important quand on sait qu'un Français sur 6 ignore ce qu'est la Shoah. Et pire encore, aux États-Unis, 2 Américains sur 3 de moins de 30 ans ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, on va parler maintenant de l'Afrique, avec quelque chose qui vous a ému, touché, et qui va tous nous intéresser. Ça se passe au Sénégal. Alors, il y a un lien, vous savez, les gens dont on parlait, ils trouvent qu'il y a toujours trop d'émigrés, mais personne ne se pose jamais la question de pourquoi, comment ces gens viennent jusqu'à nous. Oui. C'est une histoire qui se passe au Sénégal. Au Sénégal, on sait que l'agriculture est dans un état catastrophique à cause de la monoculture et à cause de la chimie que l'on jette dans le sol et qui pourrit littéralement les sols. Et bien, il y a un type absolument formidable, je prends mon carton pour ne pas écorcher son nom, il s'appelle Gora
Ndiaye. Il a lancé une aventure il y a 15 ans incroyable, c'est faire de la permaculture sans recours à la chimie. Ça pousse, même en plein désert. Surtout, tant et si bien que les jeunes qui partent en Europe reviennent pour travailler l'agriculture. Je vous propose de regarder ce reportage de cette expérience magnifique. Il y a 15 ans, il n'y avait rien d'autre que du sable ici. Tout est sorti de terre par la volonté de cet homme, Goran Ndiaye, autodidacte et pionnier de l'agroécologie en Afrique. Ok, super. Oui, c'était désertique. Il n'y avait pas un seul arbre ici. Tout était sec ici et c'était même un terrain de football pour les jeunes du village. Rassuré par la présence de l'eau à 4 mètres en sous-sol, Goran Ndiaye rachète cette terre pour une bouchée de pain et commence à la faire revivre. Il n'y avait rien du tout. Donc la première chose, c'est de restaurer la fertilité du sol. Créer le premier étage végétal avec les arbres. Goran Ndiaye plante son premier cocotier, puis des dizaines d'autres, sous le regard incrédule des paysans de la région. Et je savais qu'ils me traitaient de fou. Ils ont vu ce désert qui était abandonné, cette terre qui n'était pas bonne, être l'une des meilleures, des plus productives de la zone. Et là, il dit, attends, il y a quelque chose, il y a un miracle là. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que tout simplement, on a voulu changer et on y croit. Goran Ndiaye est le premier au Sénégal à avoir adopté la permaculture. Ce concept qui vise à créer une multitude de petits écosystèmes où, par exemple, les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Michel, il a beaucoup été question d'un gamin nageur. On est obligé d'en parler dans QDBN. C'est vraiment un type admirable. Il a que 12 ans, mais c'est un type, à côté de lui, on se sent tout petit. Il s'appelle Christophe Malo. Figurez-vous que pour aider et pour amener des fonds pour la recherche contre le cancer, parce que sa maman l'avait eu, elle a été en rémission, il a été relié Sainte-Lucie à la Martinique à la nage en 13 heures, 40 km. Vraiment, comme on dit là-bas, anti-mammaillé, formidable. On regarde ? On regarde. C'est à 5h10 que Christophe a quitté Sainte-Lucie après une courte nuit de 3 heures agitée par l'excitation du défi. Pendant la première moitié du parcours, il est en avance sur les estimations avec une moyenne de 3,5 km/h et une fréquence de bras de 30 coups par minute. Après 13 h 50 minutes et 47 secondes d'effort intense, arrivée triomphale pour Christophe Malo. Le nageur de 12 ans touche terre à Sainte-Anne. Son père, qui l'a accompagné en kayak tout le long de son défi, le félicite, les yeux remplis de fierté. Christophe Malo vient de parcourir les 40 km qui séparent la Martinique de Sainte-Lucie. Je suis fier, je suis content d'avoir réussi parce qu'après 2 ans d'entraînement, c'était le moment. Et fatigué en même temps, et j'ai envie de me reposer. Est-ce que tu as eu mal? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il faut que j'arrête? Mais il y a des moments où j'ai douté, mais je me suis dit, comme c'est pour la bonne cause, il faut que je continue. Donc j'ai continué et en persévérant, j'ai réussi. Michel, le chapeau pour finir. Les bonnes nouvelles qu'on n'a pas eu le temps de donner cette semaine. Au hasard, choisis une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que grâce à la lutte contre le braconnage, le Kenya a doublé sa population d'éléphants. Il y en aurait maintenant 35 000. Super. Merci Michel, pour toutes ces bonnes nouvelles.